peux y aller. Bonjour, Michel Gad-Volkovitch, que je vous présente, qui est l'auteur de ce livre incontournable, indispensable par les temps que nous vivons, qui s'appelle Figure du mal. Tu as bien choisi le titre, voilà, où énormément d'intervenants, de contributeurs, j'aimerais dire, en écriture, font partie de l'ouvrage. On en citera quelques-uns et on prendra en référence quelques auteurs qui ont réfléchi sur ces figures du mal, qui peuvent être celles du corps ou celles de l'esprit, ou encore celles métaphysiques. Voilà, donc Michel, toi tu es docteur en psychanalyse. Alors au lieu de me faire oui comme ça, tu vas m'expliquer. Je suis là pour parler un peu. Voilà, bonjour à tout le monde, je dis aux gens, bonjour aux gens qui arrivent, je suis ravie de vous voir. Voilà, on était en train de commencer. Donc ce livre, tu as mis à contribution des amis qui ont toutes sortes de métiers, que ce soit des historiens, des sociologues, des anthropologues, des géopoliticiens, n'est-ce pas ? Et tu leur as demandé, en fait, que leur as-tu demandé et quel était... je veux quand même aussi dire, avant de commencer, Michel, pardon, que je dédie cette conférence et cette rencontre aux événements du 7 octobre 2023. Bien. Bon, écoute, merci Lizzie d'abord d'avoir organisé cette réunion. Merci à la librairie Fontaine de nous accueillir. Oui. Je remercie Caroline Pommier, qui est adorable et qui nous reçoit à chaque fois très très bien. Voilà. Et écoute, le titre n'était pas très compliqué à trouver, il est d'actualité, puisque l'ambition de Chibolette Actualité de Freud, puisque ce livre... De Chibolette, ça c'est ce que tu as construit comme institution. Voilà, avec elle, c'est une association qui réunit un collectif d'intellectuels. Parle plus fort Michel, comme ça tout le monde peut bien entendre. Un collectif d'intellectuels, de praticiens, d'universitaires, d'auteurs de toutes les disciplines, avec l'ambition depuis une quinzaine d'années. On a Sylvie Méodel ici qui participe. Depuis une quinzaine d'années, qui a l'ambition effectivement de réétablir régulièrement ce que j'appelle une clinique du contemporain, c'est-à-dire de discerner les signes, les signaux, les symptômes des problématiques humaines, civilisationnelles, sociétales, avec l'idée de les reprendre effectivement de façon pluridisciplinaire. Oui, c'est très intéressant. Des psychanalystes, des juristes, des artistes. Oui, chacun a son angle de vue selon les études. Des scientifiques. Parce que je pense que les problématiques sont quand même complexes et qu'il faut pas avoir la grosse tête de penser qu'on va les comprendre tout seul. C'est juste. On a besoin de penser ensemble, il faut avoir cette humilité-là, mais aussi ce courage, parce que c'est pas simple d'abandonner notre langage habituel quand on est entre soi, et on a l'impression, effectivement, quand on est entre soi dans la même discipline, qu'on comprend tout, qu'on fait une synthèse de tout, alors qu'avec des gens de disciplines différentes, qui viennent de champs différents, je crois qu'on est obligé un peu de réinterroger nos évidences sur un sujet, d'étrangériser aussi notre langage, avec le but aussi, pour se comprendre entre nous, mais aussi du grand public, parce que l'ambition, c'est aussi de nous réunir pour penser ensemble, mais aussi avec un public large. Et je crois que depuis 15 ans, ça marche plutôt bien, puisque les colloques, les séminaires qu'on organise réunissent pas mal de monde, et des gens différents, et les publications qu'on a la chance de pouvoir faire chez IDRES sont des livres de référence. Alors effectivement, Figure du mal, c'était ce colloque devait se tenir à Tel Aviv il y a 3 ans, je crois, ou 4 ans, je ne sais plus, pendant la période de Covid. Et donc on n'a pas pu le tenir, on l'a fait en Zoom pendant 2 semaines, tous les jours, tous les soirs, pendant 10 jours. Donc ça a été écrit, ça a été pensé avant le 7 octobre, bien évidemment, des années avant, c'est-à-dire. Voilà, bon, ceci dit, il y avait quand même une historicité. Le 7 octobre n'est pas venu comme ça. Bien sûr. Et les choses qui ont lieu au 7 octobre, l'islamisme, l'antisémitisme,
le wokisme, enfin toutes ces idéologies totalitaires étaient déjà présentes depuis pas mal de temps. Et ce livre vient à la suite d'autres colloques et d'autres publications qui avaient déjà semé un petit peu des réflexions, des regards croisés sur ces phénomènes. Et donc il vient après notamment deux autres livres importants, en tout cas pour moi, à mes yeux, La transmission en question et l'identité en question. La transmission en question, l'identité voilà. en question, ce sont deux autres livres. Ce sont deux autres livres qui viennent, et parce que pour moi, peut-être on aura l'occasion de l'aborder tout à l'heure, la question principale c'est celle de la transmission, et c'est ce qui différencie essentiellement les groupes et les peuples qui ont la capacité de créer, de s'inventer ou de se réinventer régulièrement, et les groupes et les peuples qui sont uniquement dans l'autoconservation, dans la reproduction du même, dans le clonisme, le clanisme, et donc aussi dans la rivalité mimétique avec les autres. Hein. Et le 7 octobre est directement issu de cette problématique autour de la conception de qu'est-ce que c'est qu'un groupe et qu'est-ce que c'est qu'un peuple, donc un sujet, et quel rapport on a avec les transmissions. Je crois que c'est très important. Donc ce livre vient dans cette suite-là. Alors ceci dit, le titre n'était pas forcément trouvé d'évidence, mais le Covid m'a amené à trouver ce titre, Les figures du mal. Je ne sais plus quel titre on avait trouvé. On avait fait la figure de la cruauté, etc. Bon. Et oui, parce que là, en fait, c'est un livre sur l'étude du mal, dont on ne ressort pas indemne. Absolument. C'est assez... Tu as raison, on ne sort pas indemne. Alors, il faut dire que c'est un concept, je me suis interrogé sur l'évolution de ce concept, parce que ce concept qui a été au centre pendant des siècles et des siècles de la pensée, des religions, des idéologies, de la morale, de la raison, enfin, etc. En tout cas en Occident, mais pas seulement, je crois, alors, je ne suis pas anthropologue, mais je crois, était au centre jusqu'en 1945, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il avait survécu à la Première Guerre mondiale. Je vais dire pourquoi c'est étonnant qu'il n'ait pas survécu à la Seconde Guerre mondiale alors qu'il avait survécu à la Première Guerre mondiale. Je pense que la différence, alors que la Première Guerre mondiale était aussi une boucherie, mais c'était une guerre quand même, avec un conflit de territoire, de tout ce que tu veux, d'économie, etc. La Seconde Guerre mondiale ne l'était plus du tout, surtout quand on évidemment considère la Shoah, qui évidemment n'avait rien à voir avec un conflit, ce qu'on retrouve d'ailleurs à propos du 7 octobre, de ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas une question de conflit. Ce n'est pas une question de conflit, c'est guerrier ou assassin, mais c'est plutôt assassin là, c'est plus guerrier. On n'est pas dans la guerre, et d'ailleurs, puisque tu parles tout de suite de ça, la différence entre la guerre et le génocide, où la guerre, effectivement, il y a un conflit, il y a quelque chose, dans le génocide, c'est pas une affaire de conflit, c'est une affaire d'être. Et là, il y a un texte de Frédéric Ancel, on parlait de Frédéric. Oui, Frédéric Ancel, qui est géopoliticien. Qui est géopoliticien et qui reprend ça extrêmement clairement. Oui, qui parle du génocide, qui donne en fait la définition du génocide. Absolument, et qui le différencie tout à fait pertinemment de la guerre. Voilà. Mais toi, tu as une expression que j'aime beaucoup, en fait. Tu parles de la banalisation, de la banalité du mal. Absolument. Et je trouve ça très intéressant. Ouais. Parce que maintenant, on n'en est plus à la banalité du mal, on est à la banalisation de la banalité du mal. Absolument. Alors ça m'intéresse. Oui, absolument. Mais je vais y venir. Alors, pourquoi donc, à partir de 1945, le concept de mal commence à s'effacer, à disparaître, jusqu'à devenir tabou. Les gens qui emploient ce mot-là, quel que soit son champ, sont traités de réactionnaires, voire de fascistes, de racistes, etc. Le mal est totalement... Si on le dénonce, on est traité de fasciste, de réactionnaire. Si on parle de mal, si on emploie le mot mal, c'est effectivement tabou. C'est vrai. Alors évidemment, c'est avec l'évolution après la Shoah, avec l'évolution des sciences humaines et l'évolution des théories, de la French Theory, du constructivisme et du relativisme culturel, où effectivement le déconstructivisme, la réalité n'est pas est celle qu'on crée avec le récit qu'on en fait. Hein. Cette French Theory, évidemment, à partir de là, tout devient relatif, on est entre une sorte de rationalité instrumentale absolue et un subjectivisme absolu, surtout un subjectivisme absolu. Donc il n'est plus question de parler de mal et bien à ce moment-là.
hein, et parler mal, donc, effectivement, et d'ailleurs, l'exemple type, c'est l'axe du mal, l'expression l'axe Oui, du mal l'axe qui du était, mal, qui était oula. employé, était celui qui l'avait employé, si on faisait référence, c'était arrivé effectivement le fascisme occidental, évidemment. On commençait déjà, au fond, Cet axe du mal, il est venu des États-Unis. Cette expression, elle est venue des États-Unis. Absolument. Alors, ça a fait bondir beaucoup de bien-pensants. D'ailleurs, je disais que c'était lié, que c'était la suite de l'identité en question. Le concept d'identité aussi a suivi la même chose. Le concept d'identité qui n'existe pas depuis aussi longtemps que le mal. La question d'identité n'existait pas au Moyen-Âge, etc. C'est venu plus tard. Mais il avait pris une place tout à fait fondamentale au 19e et surtout au début du 20e siècle. Voilà. Et là aussi, le terme d'identité, comme le mal, est devenu un concept qui est devenu catégoriser, là aussi, les fascistes, les racistes, etc. C'est devenu un concept tabou pendant pas mal de temps. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'au fond, cette French Theory qui a été exportée aux États-Unis et remixée et transformée sur les campus américains, avec le wokisme, la cancel culture, etc., au fond, qui sont l'héritier des philosophes du déconstructivisme, Derrida, Foucault, Deleuze, etc., au fond, ont remis une sorte de retour du refoulé total et ont remis au centre la question du mal et la question de l'identité en les renversant complètement et en faisant quelque chose de totalitaire. Hein. Un exemple Un exemple, c'est que ils sont devenus, les antiracistes officiels sont devenus les racistes et ils racialisaient tout, c'est-à-dire les mauvais, c'était devenu, comme le dit Pascal Bruckner, le blanc mûr hétérosexuel. Alors si les juifs, en plus, c'est la cerise sur le gâteau, on le voit aujourd'hui. C'est grave. Voilà. Donc tout était retourné. Donc la question de l'identité est devenue effectivement centrale, où ceux qui avaient le droit de revendiquer leur identité, dans une position victimaire évidemment, de réparation de préjudices historiques, l'esclavage, enfin la colonisation, etc., eux avaient le droit de revendiquer une identité. Par contre, les autres, c'était forcément une identité péjorative et qui devait être exclue. Donc une sorte de retournement tout à fait étonnant. Et paradoxalement, le mal aussi est revenu, pas paradoxalement, étonnamment, il est revenu en même temps que le mal, l'identité, et que l'identité, sauf que le mal n'était plus comme avant corrélé au bien, mais au droit. On a le droit à, on a le droit à tout. Hein, c'est plus, c'est une sorte de subversion de la loi et puis seulement de la morale, ou de l'éthique. Hein. L'éthique et la morale ne comptent plus. C'est une question à la fois identitaire et une question narcissique, c'est-à-dire on a le droit à tout. Et ceux qui nous en empêchent sont ceux qui, avant, avaient une identité supérieure à la nôtre. Donc voilà, c'est intéressant de voir ce renversement-là. Voilà. Bon, peut-être intervenez quand vous voulez. Hein. Oui, si vous avez des questions, oui. Alors, si ça s'articule, en fait, ça s'articule comme ça, l'identité, Ouais. et tout, enfin, au niveau, par exemple, figure du mal, on a l'impression qu'il y a plusieurs tentacules. Oui. Oui, c'est Moi, ce qu'il je l'avais expliqué. lu au début, oui. Il y a plusieurs. C'est vaste. Ouais. Alors, effectivement, je pensais intéressant de demander à mes camarades d'aborder la question du mal à partir de leur champ à eux. Oui. Donc il y a des abords dans le cinéma, quelles sont les représentations du mal dans le cinéma, dans le théâtre, dans la littérature. Bon, dans le théâtre, il y a un texte sur Shylock, par exemple. Je ne sais plus, qu'est-ce qu'il y a d'autre. Il y a beaucoup d'autres choses. Voilà, Il y a un texte sur le héros aussi. Oui, absolument. Il y a un texte sur le héros qui est très bien. Ouais. Et sur puis, le sadisme, sur Sade, sur Baudelaire, Voilà. où les éditeurs ont laissé passer en fait des phrases qui sont assassines, antisémites. Absolument. Alors, pour revenir à la vanité du mal, c'est vrai que
je me suis aussi interrogé, et il y a des spécialistes de ça beaucoup plus que moi, sur des concepts et des philosophes, enfin, des pensées qui sont redevenues un peu, ou devenues tout à fait sacralisées, y compris par des amis, mais de façon étonnante. Par exemple, tu parlais de la banalité du mal. Arendt, oui. Et quand on voit Finkielkraut qui idolâtre Arendt, moi je suis très étonné parce que je pense que Arendt n'a rien compris, par exemple à Eichmann, quand elle dit qu'Eichmann est un homme ordinaire et elle prend au mot au fond sa défense, alors que c'est un narcissique absolument meurtrier, un narcissique absolument terrifiant. C'est pas du tout l'homme ordinaire bureaucrate qui suit les ordres, du tout. Elle n'a strictement rien compris. Et donc, alors, il avait un objectif propre, c'est-à-dire il avait dans son narcissisme faisait que ça convenait tout à fait cette façon de maltraitance. Oui, c'est un pervers, un paranoïaque, que j'appelle un paranoïaque apathiquement pervers, c'est-à-dire qu'il est dans la... Alors, on y reviendra, tu parlais du 7 octobre, parce que en fait le bouquin était sous impression le jour du 7 octobre. Et donc j'ai téléphoné à France Arfati, la directrice d'Impress, en disant on ne peut pas sortir ce bouquin sur ce thème sans que j'écrive un prologue, une ouverture sur ce qui vient de se passer. Heureusement, elle a pu arrêter les machines, arrêter les machines, et j'ai pu écrire un long préambule sur le 7 octobre. Qui ne change pas grand-chose, puisqu'on avait déjà écrit sur l'islamisme, etc. Mais ça s'enchevêtre très bien, ça l'actualise. Et par rapport à, puisqu'on parle d'Eichmann, au fond, les islamistes meurtriers du 7 octobre et les nazis, c'est exactement la même chose, dans une version apparemment opposée, par rapport à la jouissance narcissique, à la toute-puissance de la jouissance narcissique. Je veux dire par là que les nazis, comme Eichmann, jouissaient d'exercer une emprise totale sur l'autre, qui n'était plus un autre d'ailleurs, en tant que tel. Et ils trouvaient leur jouissance, cette toute-puissance aussi, dans le fait de ne rien éprouver. C'est-à-dire une sorte de jouissance froide, de toute-puissance froide. Ça sont les nazis. Ça, ce sont les nazis. Ils déshumanisaient, mais froidement. Voilà. Et je ne sais plus qui disait qu'effectivement, la déshumanisation de l'autre les rendait eux-mêmes robots, mais ils y trouvaient une toute-puissance. C'est-à-dire, c'était aussi la toute-puissance sur leur propre psychique. Ils ne ressentaient rien, ils le faisaient parce qu'il fallait le faire. C'était nécessaire. Et ils trouvaient leur jouissance dans cette toute-puissance narcissique de ne rien ressentir par rapport à ce donc ils avaient une maîtrise du psychique totale. Tu emploies un terme d'ailleurs qui est étonnant, c'est tuer la mort. C'est le cas dans la Shoah par balle, par exemple, où il faisait assassiner par balle dans l'Est. Mais en fait, ça ne marchait pas, parce qu'en fait, l'équipe était traumatisée quand même. Certains. Non, mais c'est après qu'ils ont mécanisé le mal, parce que c'était... Enfin, ils allaient perdre leur soldat. Il y a un moment, il faut qu'ils soient efficaces, même si on a appris après qu'ils étaient tous drogués. Enfin, qu'il y a toute la drogue est très importante dans le nazisme aussi. Mais enfin, bon, cette déshumanisation du surhomme allemand qui est capable de tellement il est fort et tellement il a un surmoi supérieur, il arrive à dépasser la sensibilité. Enfin, ça n'a pas tout à fait marché non plus. Il faut être effectivement pervers, certainement, pour arriver à ce... Oui, absolument. Alors, effectivement, les exécutants n'étaient pas tous du même degré de perversion. Ah bah oui, non, parce que c'était le soldat aussi. etc. Mais voilà. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas craindre, avec la montée de la fameuse IA, que ce soit un vecteur parce qu'il n'y a même pas besoin de déshumaniser avec l'IA. Et on peut infiltrer des idées épouvantables grâce à l'IA, donc amener à cette déshumanisation beaucoup plus importante. C'est une question, c'est une bonne question. C'est enfin, ça, c'est la question toujours de l'utilisation des technologies. C'est pas forcément les technologies en elles-mêmes. Oui, mais est-ce que justement, comme il n'y a plus la notion antique, dirons-nous, du mal et cette banalisation, on risque de se trouver avec une utilisation de l'IA qui va encore plus faciliter cette désincarnation. C'est ce qu'on est en train de vivre. Je pense par rapport à l'islamisme. Alors, tu étais sur le fait que l'islamisme était différent et alors, la différence avec l'islamisme. Non, la différence, quand on a vu cet auteur avec cette image, l'une des images les plus fortes, parce que moi j'ai vu tous les films qui ont été tournés là-dessus, y compris par Saal, donc l'une des plus éloquentes, en tout cas pour moi,
c'est ce Palestinien, on dit toujours des jeunes Palestiniens, c'est marrant, on dirait qu'il n'y a pas de vieux Palestiniens, ils sont tous jeunes et innocents. Ouais. Bon, en tout cas, il filme, il se filme en direct, en train de tuer des enfants, il a plein de sang, il appelle sa mère. Il appelle sa mère pour partager sa jouissance en direct. Et la mère, effectivement, jouit avec lui, regrettant de ne pas être avec lui dans l'acte. Hein, ce que j'ai appelé une jouissance incestueuse de mort. C'était absolument édifiant. Voilà. Et là, effectivement, la jouissance, elle n'est pas dans la retenue et dans la froideur, elle est dans le triomphe partagé. Elle est dans la jouissance. Partagé, et qui est vraiment quelque chose de l'équivalent d'un inceste, effectivement. Oui. Hein, C'est vrai. voilà. Et donc c'est la même chose, mais sur le mode apparemment opposé. C'est une relation opposée, c'est-à-dire exhibitionniste. Hein. Oui, les caméras, tout ça. Évidemment que plus profondément, la jouissance de la terreur exercée sur l'autre et sur le psychique de l'autre est commune, évidemment commune, y compris chez le nazi froid, apparemment froid. Hein, etc. Voilà. Très bien. Écoute, est-ce que tu peux, par Alors, exemple... il y a un texte, bon, il y a aussi un texte, ou une partie d'un texte que j'ai fait sur l'inceste, sur l'affaire du Hamel, par exemple. Là, sur l'affaire du Hamel, où je montre que l'inceste, effectivement, est de cet ordre-là. C'est-à-dire l'autre n'existe pas, l'enfant n'existe pas. D'accord. En tant que tel. Toi, dans tous les intervenants, il y a une très belle citation de Tocqueville. Par Père Zavatsky. Ouais, par Zavatsky. Je crois que c'est ça, le mythe du pouvoir. Je pense que c'est la citation, parce que j'ai mal noté. En fait, il raisonne sur le fanatisme, parce que lui, par contre, chacun a un sujet bien précis et développe de façon à rejoindre le sujet central, la figure du mal, à rejoindre le mal, et quelle figure ça prend. Bon, il y a plusieurs. Oui, c'est une pieuvre à 1000 tentacules, en fait, voilà, qu'on retrouve dans le livre. Et il raisonne sur le fanatisme. Alors, il y a des textes sur la psychopathologie, c'est la différenciation, parce que ça c'est important aussi, de différencier ce qu'il en est de la cruauté, du sadisme, de la destructivité, de la pulsion de mort, etc., etc. Je crois que ça c'est intéressant. Et aussi dans les affections psychopathologiques, dans les zoologies, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en est du mal dans l'anorexie, par exemple, dans la rancune de l'hystérie, dans la paranoïa, dans la projection paranoïaque, où le mal est projeté, le mal refoulé, où les idées mauvaises, entre guillemets, refoulées chez le sujet et sont projetées évidemment sur l'extérieur et sur quelqu'un d'autre. Dans l'obsessionnel, chez l'obsessionnel, le mal, quand on se lave les mains, etc., c'est qu'on se lave de tout le mal, qu'on pense, etc. La mélancolie, évidemment, la rumination mélancolique. Voilà, il y a plusieurs textes, effectivement, sur la clinique. Hein, la clinique, alors individuelle. Et puis, moi, dans mon ouverture et dans ma conclusion, je parle, alors je reviens sur la transmission si ça vous intéresse. Oui, c'est mon dada. C'est sur la psychopathologie des groupes, justement, pas seulement individuels, mais c'est la même chose. Hein, c'est-à-dire que Freud disait qu'on analyse un peuple comme on analyse un individu. La différence, c'est qu'on ne peut pas mettre tout un peuple sur un divan. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il faudrait de la place. Mais toi qui es dans l'immobilier, tu pourrais nous trouver de la place. J'en doute. Franchement, j'en doute. Voilà. Et donc, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement des groupes ne pourront jamais, bon, vous verrez les références, devenir un vrai peuple à partir du moment où il est uniquement dans l'autoconservation et dans l'envie de l'autre. C'est-à-dire qu'il est dans une sorte de narcissisme absolu, dans une quête de narcissisme absolu, et qui est toujours dans l'envie de ce que pourrait avoir l'autre et qu'il n'a pas. Comme si l'existence de l'autre pouvait l'empêcher, lui, d'exister, de se créer, de construire. Et donc il est dans l'envie, dans l'identification mimétisme, et pas dans l'inspiration, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'inspirer de ce que fait l'autre pour en faire quelque chose à lui. Hein. Ce qui est la définition pour moi de la transmission. Freud disait ce dont tu hérites, acquiers-le pour mieux le posséder, c'est-à-dire mets-le en pièces, transforme-le. C'est beau. Au sens, le meurtre du père, c'est ça, c'est pas un vrai meurtre. C'est le meurtre, c'est-à-dire tu en fais quelque chose à toi, etc. Tu le transformes. Hein. Et un groupe qui n'est pas capable de ça et qui pense que l'autre a
ce qu'il n'a pas et ce qui l'empêche d'être, hein, ne sera jamais un peuple. On est exactement dans la problématique aujourd'hui qu'on vit. Alors, par rapport à ça, par rapport au groupe qui pense que l'autre a, je sais pas quoi, Raymond, de son prénom, a raisonné et a écrit fanatisme et nihilisme, c'est-à-dire la croyance absolue, avec en contrepartie l'impossibilité de croire en quelque chose de l'autre. D'un côté, il y a ce fanatisme, c'est cette croyance absolue, et ce nihilisme dans le sens où on va rejeter complètement la croyance de l'autre en imposant la sienne et en voulant faire disparaître l'autre, non? J'ai compris? Oui, tu as raison, il faut le faire disparaître. C'est en ce sens que les idéologies totalitaires sont des délires de filiation, s'appuient sur un délire de filiation ou d'autogendrement. Alors, différemment. Par exemple, je pense que l'Occident, le masochisme occidental auquel on assiste, est très lié, est au fond l'un des prolongements du christianisme originaire. Je ne dis pas tout, mais l'un des prolongements. Alors oui, parce que dans le sens où tendre l'autre joue, dans le sens de jetant l'autre joue, non, c'est... Oui, au sens où il y a eu, comment dire, c'est compliqué, en quelques mots en tout cas. Au sens où les premiers chrétiens pauliniens ont eu ce fantasme de substitution. D'ailleurs, il y a la théologie de la substitution. C'est-à-dire les juifs existaient, c'est pas un délire total de filiation, c'est-à-dire il y a eu une antériorité, mais c'est pas les vrais, parce qu'ils ne sont pas purs. Ils n'ont pas respecté le fondamentalisme au fond. Oui, mais il y a eu un déicide pour eux. Ces gens, les Juifs ont tué. C'est après, ça vient après. Ça c'est après. D'accord. Ça c'est après, les premiers. Voilà. Et donc, il n'y a pas un délire de filiation totale, un négationnisme total, mais quand même, quelque chose qui est, ce ne sont pas les vrais, ce ne sont pas les purs, nous on est les purs. Donc on est déjà. Donc le juif paria. On est déjà. C'est pas les purs, oui, on peut dire oui, ça commence comme ça. Et donc, après, il y a la théologie du rachat. Il faudrait qu'ils se rachètent pour devenir purs et qu'ils reconnaissent le Messie, etc. Bon. Ça a des conséquences extraordinaires, encore aujourd'hui. On sait, alors, tout à l'heure, on parlait de ce qu'il y a dans le bouquin. Il y a Izzy Morgenstern qui fait un texte justement sur le mal, la conception du mal dans les trois religions monothéistes, dites monothéistes, et il nous aide à comprendre que dans le christianisme, effectivement, le bien et le mal existent, mais c'est clivé. C'est-à-dire que il y a une sorte de déni de l'ambivalence chez nous, et qu'il faut se débarrasser des mauvaises pensées parce qu'elles ne peuvent pas s'élaborer, elles se passent conjuguer et s'élaborer dans l'ambivalence et dans un conflit psychique. Il faut se débarrasser du mal, etc. D'où la solution de l'absolution, de la purification et de l'absolution. On se débarrasse du mal. Et donc le concile de Latran dans les années 1000 quelque chose un peu, va dogmatiser cette idée-là. À savoir, pour se purifier, on va manger le corps du Christ, comment ça s'appelle, l'hostie, voilà, l'hostie. Et ça devient un dogme obligatoire. C'est pas, voilà. Et on va boire le sang du Christ à travers le vin. Mais c'est pas une métaphore, c'est pour de vrai. C'est-à-dire que c'est pour de vrai. C'est pas une métaphore. C'est pour de vrai. Oui, c'est pour de vrai. Comme nous, quand nous faisons Pessar et qu'on traverse le désert. C'est pour de vrai. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, justement. Alors, c'est la transsubstantiation. C'est la transsubstantiation. C'est la transsubstantiation. Ça a des conséquences très importantes. C'est pas pareil chez les orthodoxes et chez les chrétiens, chez les catholiques d'ailleurs. Et c'est pas pareil chez la présence et ouais. Ah oui, non, mais je sais plus. Mais c'est pas pareil chez les protestants. Ouais. Les protestants considèrent que c'est un geste qui rappelle ce qu'a dit le Christ. Prenez ceci, mon corps qui sera redonné pour vous. Buvez ceci, c'est mon sang répandu pour vous. Mais il n'y a pas, chez les protestants, il n'y a pas la présence du Christ dans le morceau de pain ou dans le sang. C'est un rappel. Chez les on fait la même chose en rappelant les paroles. Il n'y a pas ce que je vais dire, excusez-moi, incarnation. Cette truc d'anthropophagie, d'incarnation du vrai sang, comme il y a chez les catholiques. Ah oui, c'est impressionnant ça, oui. Alors, et l'absolution chez le protestant ne vient pas du curé ou d'autre chose,
l'absolution vient de, comment dire, de la profonde conviction de son regret de s'être planté dans une chose ou dans une autre, et avec la profonde envie de ne pas recommencer. Chez le catholique, vous allez vous confesser, et vous êtes absolu si vous dites à Sainte Heure, comment ? Et après, on peut recommencer. Et on recommence. Tandis que chez le protestant, on fait en début de culte, ou même tous les soirs, un peu un acte de contrition. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait de bien ? Est-ce que je suis sincèrement désolée d'avoir fait ce que nous, on considère comme mal, parce que qui peut ne pas être le mal ? C'est pour ça qu'il faut, pour moi, chercher l'étymologie du mot mal. Mais c'est la sincérité. Ce qui peut apporter l'absolution, c'est la sincérité de son regret et le désir profond de ne pas recommencer. D'accord, alors comment tu le désarticules avec le judaïsme, toi, avec le judaïsme. Et puis ce mal, oui, que tu es en train d'expliquer. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, ce clivage entre le bien et le mal, qui est une fonction de déresponsabilisation, puisqu'on projette effectivement sur le Christ celui qui va porter. Qui va porter tout le mal, dont on se débarrasse sur lui. Donc il y a une sorte à la fois d'idolâtrie et en même temps de sacrifice. On le sacrifie. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une ambivalence. D'une certaine façon, en le mangeant, en le bouffant de façon cannibalique, d'une certaine façon, on exerce dans la réalité un meurtre, puisque c'est pas une métaphore, c'est pour la réalité. On le tue, on le bouffe, on le met en pièces, mais pour de vrai. Donc, et on se débarrasse après de l'ambivalence qui nous a fait agir, d'une part en se purifiant par l'absolution et en l'idolâtrant. Donc on supprime l'ambivalence et le conflit psychique, donc la culpabilité. Et qu'est-ce qui reste comme solution à ce moment-là ? C'est de projeter le mal, ce qu'on a fait. On ne peut que le projeter à l'extérieur si effectivement on veut que l'absolution, que la purification se fasse. D'où l'accusation de meurtre rituel de l'enfant. L'accusation de meurtre rituel de l'enfant, elle vient de là. C'est-à-dire que ce qu'on a fait et qu'on refoule et qu'on dénie, on le projette à l'extérieur et sur quelqu'un qui a fait ce qu'on a fait mais qu'on dénie d'avoir fait. Oh là là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on en est là. Et donc effectivement, le meurtre rituel, donc on accuse effectivement les Juifs de tuer l'enfant pour recueillir le sang pour faire le parasime, c'est-à-dire au fond l'hostie, ce qui est devenu l'hostie dans une autre tradition qui nie la première, qui se substitue à la première. Donc ce meurtre rituel est nécessaire. Enfin, la croyance du meurtre rituel par l'autre est tout à fait nécessaire pour conserver le groupe. Bien sûr, heureusement que le monde catholique a bien évolué, heureusement. Bon, mais il en reste quelque chose. Et bizarrement, dans quoi il reste ? Le reste, c'est toujours le refoulé, c'est l'extrême gauche. Voilà. L'extrême gauche. Oui, mais pourtant ils sont complètement anti-religieux. Alors c'est ça qui est intéressant. Mais justement, le déni de leurs propres origines, c'est plus un déni, la haine des origines, effectivement, les amène à refouler tout ce qui les a constitués, leur histoire, etc. Et comme tout ce qu'on dénie revient d'une façon ou d'une autre. Ça revient d'une façon ou d'une autre. Tous les thèmes de l'extrême gauche sont des thèmes mythiquement, je ne sais pas comment on peut dire, archéologiquement chrétiens, l'universalisme, l'indifférenciation, y compris dans le wokisme. L'indifférenciation, l'universalisme, l'égalitarisme, enfin toutes ces idéologies viennent de là. Mais évidemment, c'est d'autant plus puissant, violent, que c'est dénié. C'est dénié. Et comme on ne peut plus non plus accuser, de la même façon qu'on accusait de meurtre rituel les Juifs, on a fait une délégation sur les Palestiniens. Les Israéliens font pareil, parce que c'est pas seulement ils tuent les enfants et les femmes. On sait bien tous les fantasmes qui sont, les rumeurs qui sont, ils extraient les organes. D'ailleurs, Riman, je ne sais plus comment elle s'appelle. Rima Hassan. Etc. Extraient les organes des femmes, le sang des enfants, etc. Voilà. Donc on n'a pas tellement bougé. Cette histoire a des conséquences quand même encore aujourd'hui, et tue toujours aujourd'hui. On n'a pas beaucoup bougé. Ouais. Alors dans le judaïsme, il ne s'agit pas, encore une fois, quand je parle comme ça, il ne s'agit pas de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Ce sont des... Voilà. Mais évidemment que le mal et le bien sont totalement intriqués. Et donc, dans le judaïsme, on assume de penser mal, de penser du mal. On assume de penser la haine, contrairement aux
christianisme où justement, forcément on pense mal d'essence, puisque c'est le péché originel, on pense du mal, donc il faut se libérer du péché. Hein, mais en même temps on peut l'absoudre, hein, comme on disait. Dans le judaïsme, on a le droit de penser du mal. Moi, je tue des gens 50 fois par jour dans ma tête. Ce qui compte, c'est l'acte. La responsabilité, c'est l'acte. Il y a une éthique de responsabilité de ce que tu as à penser, mais surtout de ce que tu fais. Oui, l'acte est très important. Pas de ce que tu fantasmes, pas ce que tu délires. Et donc, tu es invité dans l'éthique juive. Tu es invité, encore une fois, ça ne veut pas dire que tous les juifs sont sortis d'Égypte et font ce travail. Il est invité à reconnaître son ambivalence, ses désirs contraires, etc., coupables, et donc de faire un travail sur son conflit psychique et sur sa culpabilité, sur son sentiment de culpabilité personnel. Il doit être responsable de ça et de le penser. Ce qui est évidemment contraire à de la solution chrétienne et de la soumission musulmane. Parce que la soumission musulmane est très proche de l'absolution. Si on se soumet, on est pur. Celui qui ne se soumet pas ne l'est pas. Oui, mais alors que peut-on dire quand son nom m'échappe évidemment parce que je suis vieille, comment il s'appelle? C'est Abraham qui amène son fils pour Dieu lui a demandé de... Isaac. Et au dernier moment... C'est Abraham qui amène Isaac. C'est Abraham qui amène Isaac pour le sacrifier et Dieu fait un buisson, il le sacrifie et tout. Est-ce que c'est déjà là qu'on peut considérer que... c'est pas comme ça en fait. Il y a le mal, on le refuse. Enfin, non, c'est pas le mal qu'on refuse. C'est le meurtre de l'enfant, enfin. Non, c'est pas ça. Enfin, qu'est-ce qu'on refuse alors dedans? Écoute, moi, je suis pas un exégète des religions. Hein, donc, non, mais psychologiquement. Moi, j'utilise ma culture dans ma réflexion de psychanalyste. Oui, mais qu'est-ce qu'on ça veut dire Freud utilisait l'ophtalmologie ou la biologie ou la génétique. Bon. Non, d'abord, le sacrifice d'Isaac, c'est le sacrifice d'Abraham. C'est pas pareil. Oui. Pas du tout. Hein. En fait, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce que Dieu, au fond, demande à Abraham, c'est de renoncer à sa toute-puissance, justement. Hein. Il demande d'accepter la castration, l'assomption de la castration. Hein. Tu n'es pas tout-puissant, ton fils ne t'appartient pas. Effectivement, le symbole de la circoncision, c'est la castration du père. Et c'est comme ça qu'il va devenir un père et pas un dieu, et pas le père de la horde primitive qui possède les femmes, les enfants, qui fait ce qu'il veut, comme Jupiter ou je sais pas quoi. Et c'est ce qui va introduire l'enfant à la société. Hein, il n'appartient pas au père, qui lui-même a fait en sorte, en devenant père, que l'enfant n'appartient pas entièrement à la mère non plus. Il passe l'alliance. C'est bien qu'il y a une symbolisation. Voilà. D'où la transmission. D'où la transmission. Mais c'est aussi la transmission de l'assomption d'une castration, effectivement, et la transmission est quelque chose, effectivement, d'indéfinissable, quelque chose qui échappe, hein, quelque chose qui nous échappe. Il faut accepter que ça nous échappe. Pas toujours facile. On aimerait que nos enfants fassent pareil, soit pareil, soit comme on veut. Ça marche pas. Et heureusement que ça marche pas. Et que la transmission est toujours dans un entre-deux, entre l'individu et le collectif, justement. C'est l'exemple de l'alliance, effectivement. Entre la tradition et la création, entre la biogénétique et le symbolique, etc. La transmission vivante est dans cet entre-deux qui nécessite effectivement l'assomption de la castration, l'acception du manque, hein, ce que les groupes totalitaires, les idéologies totalitaires, évidemment, ne peuvent pas supporter. Je pense que l'une des raisons d'antisémitisme est là, c'est-à-dire que pour eux, alors encore une fois, il ne s'agit pas d'idéaliser les juifs, le peuple juif, le judaïsme, mais en tout cas, pour les antisémites, le juif est le passeur du manque. Comment il fait pour passer le manque, pour accepter le manque, hein, et en même temps, à leurs yeux, de réussir. À leurs yeux. Hein? C'est quoi alors le passeur du manque? Quel manque? Vas-y alors. De ce qui manque aux autres, non? Du manque d'accepter le manque. C'est qu'on n'est pas tout puissant, on ne maîtrise pas tout, y compris notre propre destin. Il n'est pas inscrit dans le marbre. Je veux dire, les Juifs, ils écrivent un livre qui est la Bible, et puis ils ne font que le discuter. Ils ont inventé un Dieu pour se coltiner avec lui. C'est l'histoire de Job, de Jacob. Jacob se coltine. Jacob, c'est pas Job. Hein. Non, c'est pas Job. Jacob se coltine avec Dieu, il discute avec lui. Il le conteste. Hein. Et il ne projette pas, et il assume sa responsabilité personnelle de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, etc. Ce
c'est-à-dire qu'il assume de ne pas être dans la quête d'une identité pleine et d'un narcissisme absolu. Parce que c'est intéressant dans le judaïsme, enfin, il me semble, c'est qu'il y a quand même une dialectique de l'obéissance à Dieu et en même temps, parce que dans la Bible, Dieu quand même passe son temps à exiger d'être obéi, d'être reconnu. Dans l'Ancien Testament. Oui, parce que dans le Nouveau, c'est plutôt un Dieu oui, d'amour. mais là, je parle du judaïsme. Et donc, voilà, et en même temps, c'est vrai que dans la pratique, le Talmud, voilà. Toutes les discussions, la marlorette, c'est la discussion. On passe son temps à rediscuter, argumenter contre. Voilà, il n'y a pas une vérité qui émerge. Donc c'est le frottement permanent entre l'alliance, l'exigence de Christ. Mais le développement superbe des esprits, excusez-moi le mot, c'est juif, des esprits judaïques par rapport à l'appauvrissement qu'on constate de nos jours, des esprits qui ne savent pas réfléchir, pas discuter, pas contredire, et qui vous disent voilà. C'est leur seul mot. Non, vous avez raison, absolument. Voilà, puis je voulais juste te dire, si ça intéresse, la différence entre le judaïsme aussi et le christianisme. Il y a un essai que c'est M. Tartour qui me l'a fait lire. Ah oui. C'est La mort à vif de René Lévy sur Paul de Tarse. Ouais. Et puisque c'est quand même le fils de Béni Lévy, voilà, c'est pour ça que. Et Paul de Tarse, c'est quand même Saül, voilà, qui au départ fait partie de la secte la plus exclusive juive. Je sais plus, il appartient ou je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, ça m'échappe. Et qui va devenir, c'est lui qui va faire la rupture avec le judaïsme, parce qu'au temps de Jésus, au temps de Jacques, ils se reconnaissent encore visiblement comme juifs dans l'historicité, mais c'est Paul qui va faire la rupture, qui va dire on n'a plus rien à voir avec le judaïsme. 300 ans après. Et même avant donc le concile de Trente, il y a toute la, et c'est Paul qui fonde l'Église, c'est Paul de Tarse qui était Saül, qui a la révélation, qui était rabbin, qui a la révélation sur le chemin de Damas et qui va devenir chrétien, qui va créer la religion. C'est-à-dire que tous ceux qui ont créé le christianisme sont des juifs, en fait. Bien sûr. Ah bah oui, ça vient de là. Hein, et tous les chrétiens qui sont antisémites, ils auraient repris le film. Oui, c'est bien de le dire, là, voilà, c'est pas grave. De toute façon, là, ça c'est un super livre aussi, ça vous intéresse. Oui, c'est bien, oui, c'est très bien. Et c'est passionnant, et plus on lit ces choses-là, plus... Non, ça serait bien qu'il y ait une vraie réconciliation, avec de vraies réflexions. Voilà, parce que là, on est en train de se confronter à l'islam, à l'islam radical, qui nie. D'ailleurs, Daniel Siboni a fait un très beau texte, une très belle vidéo sur cette explication, où justement, Abraham, Isaac, tout ça sont musulmans. Chez les musulmans, ils ne sont pas juifs, ceux-là. Ils sont tous musulmans, on n'a pas existé avant. C'est-à-dire, tout le monde est musulman. C'est là où on est dans un délire de filiation. Donc là, c'est un vrai délire, mais personne n'est au courant de ça. C'est-à-dire qu'ils ont annulé complètement le reste. Ils ne peuvent que mépriser ceux qui... Il n'y a pas d'antériorité à leur religion. Il ne peut pas y avoir d'antériorité. C'est pour ça que c'est facile de se convertir. Oui, en une phrase. Parce que pour eux, c'est réparer une erreur de la nature. Voilà. Oui, mais en même temps, il y a des dates. C'est complètement. Non, ça change. Oui, mais le délire, c'est ça le délire. C'est ça le délire. C'est d'abord le déni. Le déni, voilà. C'est d'abord le déni. Ouais. Bien. Donc, je n'ai qu'un conseil, c'est dévorer, pas lire. Dévorer, apprécier, découvrir. Voilà, la vision multiple à travers des contributeurs qui sont de toute comment dire de tous horizons, absolument. Oui, de filiations diverses, de champs divers, mais de filiations aussi diverses. Voilà, à travers les figures du mal. Et puis il y a quand même une couverture de Gérard Garouste. Oui, de Garouste, qui est superbe, qui est très évocatrice et qui est un petit peu flippante même, mais qui est c'est superbe. Le livre brûlé, c'est pas... En fait, il y a un malentendu. Parce que... Alors, vas-y justement. Non, il faudrait reprendre un truc talmudique. Il reprend un truc talmudique. En fait, c'est pas le mal qui représente. Là. Alors, c'est pas le mal, c'est pas le nazisme, par exemple, qui brûle des livres. Non, mais je vois des lettres hébraïques qui sont dans le feu. Oui, mais c'est autre chose. C'est autre chose, c'est le livre brûlé. Mais j'ai beaucoup aimé. Voilà. Je te remercie infiniment, Michel, de m'avoir fait l'honneur de faire
conférence. Et puis je dis à bientôt. Et merci de votre collaboration. Merci infiniment. Je vais aller, peut-être, Caroline, tu peux fermer, oui. Merci bien, au revoir. Et vraiment, acheter le livre, c'est très important. C'est dans les éditions InPress. Ouais. Voilà, Figure du mal.